Bienvenue à vous pour ce 19h45 dont voici les articulations. Après la maternité, de nombreuses femmes ont du mal à retrouver leur silhouette. Vous êtes une jeune maman et vous rêvez de rentrer de nouveau dans vos habits d'avant la grossesse. Nous vous donnons quelques conseils dans cette édition. Et si la plupart des enfants ont accès à l'éducation, ce n'est malheureusement pas le cas de tous. Or, apprendre à lire et à écrire est absolument nécessaire pour être intégré à la société. On parle de l'alphabétisation dans un instant. L'utilisation des engrais chimiques dans la production des fruits a des impacts tant sur la santé que sur l'environnement. Comment freiner les dégâts liés à cette pratique? C'est à suivre. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Le 11 septembre 2001, des images impressionnantes font le tour du monde. Deux bâtiments, symboles de la puissance des États-Unis, sont la cible d'attaques terroristes. Il s'agit des World Trade Center. Plus de 3000 personnes y laisseront la vie. En mémoire de ces victimes, le 11 septembre 2008 a été déclarée la journée mondiale de lutte contre le terrorisme. Une journée qui se veut l'occasion de renforcer la solidarité envers les victimes et leurs familles et de raffermir les liens entre les diverses associations d'aide aux personnes touchées par des actes de terrorisme. Avec le terrorisme devenu aujourd'hui récurrent sur le continent, cette journée se veut l'occasion de sensibiliser sur l'impact social de ces actes sur la population et ainsi propager le message d'humanité et de paix. Pour être belle et attirante après la maternité, les femmes ont souvent recours à plusieurs astuces. Elles n'hésitent pas à mettre en pratique des recettes de grand-mère, mais aussi à adopter une hygiène de vie équilibrée et diversifiée. Mais quels sont les aliments à consommer de la période de la grossesse jusqu'à l'accouchement pour maintenir sa silhouette? Kinette Sabo et Sabirat Ao se sont intéressés à la problématique. La grossesse est l'une des périodes de la vie de la femme où son corps connaît des changements. Selon une étude récente, 60 à 90% des femmes sont victimes des vergetures, de prise de poids et de plusieurs autres modifications physiologiques et morphologiques pendant leur grossesse. En cause, les changements hormonaux et l'étirement de la peau. On s'occupe de deux volets, c'est-à-dire le volet physique, si vous avez pris du ventre, si les bras sont tombés, si vous avez pris trop de cuisses, s'il y a des vergetures, tout ça. Donc il y a ce volet-là qui est le volet physique et maintenant il y a le volet sexuel parce que vous avez quand même eu un acte d'accouchement, donc les muscles au niveau du périnée ont été sollicités. Quand on dit périnée, c'est les muscles du vagin et tout ce qui est en bas, donc ont été sollicités et donc il faut les renforcer à nouveau. Nadège est nourrice. Elle a accouché il y a environ 6 mois. Pour retrouver sa forme après la grossesse, elle a opté pour les recettes de grand-mère. Quand on accouche et on rentre à la maison, il faut se doucher avec de l'eau chaude. Avec cette eau chaude-là, les moments où vous massez le corps. En dehors de ça, qu'il faut attacher le ventre avec un pagne. Il y a aussi les tisanes qu'on vous fait prendre après l'accouchement et il paraît que tout ça là, ça vous fait perdre le ventre et garder votre forme. S'il est vrai que ces astuces sont relativement efficaces, elles permettent aux femmes de retrouver leur forme. Mais l'abus est déconseillé. Il faut permettre à chaque organe de réintégrer sa place avant de commencer l'exercice. Parce que quand vous commencez tôt, vous fragilisez encore votre périnée et vous courez des risques à la longue de vous retrouver avec des descentes d'organes comme l'utérus qui descend dans le vagin. Donc il faudrait que les femmes ne fassent pas tous les exercices d'abdos. Donc les exercices qu'il faut pour les femmes sont des exercices hypopressifs. Pour l'utilisation, celle qui aime bien utiliser de l'eau chaude et tout, de ne pas mettre beaucoup de pression au niveau du ventre pour justement ne pas entraîner des séquelles.
Retrouver un corps parfait après accouchement prend donc en compte plusieurs aspects. Les spécialistes recommandent de faire des consultations post-partum pour s'enquérir de l'état physique et mental de la femme. L'entretien de la femme après accouchement se résume, je dirais, en 3 volets. D'abord, on va commencer par les consultations postnatales. La femme doit aller en consultation postnatale 3 fois. Après ça, on va parler des soins corporels. La femme, après accouchement, doit se laver aussi 2 à 3 fois par jour. Elle doit changer ses serviettes hygiéniques, c'est-à-dire les couches, toutes les 4 heures. Rendre propre son entourage. La grossesse est un état de grâce pour chaque femme. Pour vite retrouver sa beauté, elle doit prendre soin d'elle pour conserver un corps harmonieux. Et si les enfants ont accès à l'éducation, ce n'est malheureusement pas le cas de tous. Or, on sait qu'apprendre à lire et à écrire est absolument nécessaire pour être aujourd'hui intégré à la société et pour recevoir une éducation permettant de travailler, de s'informer et de communiquer. L'alphabétisme, l'alphabétisation, j'y arrive, un enjeu crucial du développement. On reçoit notre invité Franck Cedro, secrétaire exécutif du Rénopal. Monsieur Cedro, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous. Alors déjà, on parle de l'alphabétisation. On sait que nous sommes plus ou moins dans la semaine de l'alphabétisation. Mais dites-nous déjà en quoi est-ce que l'alphabétisation est un enjeu capital pour le développement? Pour les pays comme les nôtres, où le taux d'analphabétisme est très élevé. Je rappelle que chez nous au Bénin, actuellement, ce taux est encore de 5 à 7,4%, avec près de 70% pour les femmes. Et pour les personnes âgées de 15 ans et plus, bien sûr. Et quand on regarde dans cette donnée statistique, il y a au moins 40% de la population active qui est concernée. Alors, vous comprenez que pour une population avec une situation d'analphabétisme que je viens de dire là, il est un peu difficile de faire toujours entendre raison sur un certain nombre de choses. Et je vais vous dire que cela explique un peu aussi le manque d'engouement à la question de citoyenneté responsable. On pense toujours que l'État est là-bas, est l'un de nous. Et donc les infrastructures que l'État construit, bon, s'il ne veut pas l'entretenir, c'est son problème. Donc vous voyez, au-delà de cela, si on va dans le domaine de la santé, vous pouvez observer que pour ces populations, la plupart ne sont pas toujours préparées à l'avance par rapport aux conditions qu'il faut avoir autour de soi pour éviter les problèmes de santé. Et donc vous ne pouvez pas espérer un développement durable avec une population qui est dans ces conditions-là. Alors justement, vous avez ainsi peint un peu la situation. Et au Bénin, vous disiez qu'au plan national, on est à 57,4% de taux d'analphabétisme. Alors, quels sont les freins à l'alphabétisation des populations aujourd'hui au Bénin? Avant le recensement, le RGPH 4 qui a donné ce chiffre-là, le taux était encore plus élevé. Donc, le prochain recensement nous permettra de voir quel pas on a encore fait. C'est pour dire qu'il y a des actions quand même qui se posent. Il y a l'État qui, quand même, à travers la déclaration de politique nationale d'alphabétisation, a opté, pour la lutte contre l'alphabétisation, a opté de mettre en œuvre la stratégie du faire-faire. C'est-à-dire que cette stratégie consiste à déléguer une partie du pouvoir de l'État aux opérateurs privés en matière d'alphabétisation, qui enseignent, qui donnent le cours sur le terrain durant toute la campagne d'alphabétisation.
Mais l'État garde quand même son rôle régalien de contrôle suivi et de certification. Aujourd'hui, au Bénin, quand je disais que des efforts sont faits, je voulais déjà d'abord saluer, par exemple, depuis bientôt 2 ans, où pour la première fois, l'État a commencé par financer l'alphabétisation sur fonds propres. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons du fait que l'État ait pris l'option d'arrimer l'alphabétisation à la formation professionnelle. Aujourd'hui, lorsque vous voulez faire une campagne d'alphabétisation, vous devez compter avec les zones de métier, les artisans. Vous voyez. Donc, c'est cet arrimage-là qu'aujourd'hui, tout le monde encourage. C'est ça. Il y a la question du numérique aujourd'hui. L'alphabétisation et le numérique, ce n'est pas très évident. Le Renopal, par exemple, avec l'appui de la coopération suisse et avec son membre Sciences ONG, nous avons élaboré une plateforme de bibliothèque numérique en langue nationale. Bibliothèque numérique en langue nationale. Où les néo-alphabètes peuvent avoir accès à une telle bibliothèque pour aller chercher des documents et lire. Dans leur langue. Dans leur langue. Donc tout ceci mérite d'être davantage accompagné. C'est ça. Et pour moi, sur le terrain, il y a de la disponibilité, il y a la demande, mais il n'y a pas suffisamment de moyens pour répondre à toutes ces demandes-là. Aujourd'hui, l'État a commencé par faire des efforts dans ce sens et je viens de saluer ça. Nous, on aurait souhaité que l'État puisse faire mieux. Parce qu'au moment où les partenaires accompagnent directement, je vais parler des financements Fast Track, et le nombre de personnes que la fédération couvre est plus élevé que ce qu'elle couvre aujourd'hui. Et je pense que pour l'État, c'est un début. Regardez le PAG, faire la promotion de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Oui, tout à fait. Vous voyez, tout c'est ça, un accent particulier qui est mis dessus. Et ça ne peut pas se faire sans que ces artisans-là ne soient suffisamment forts. Les artisans, même sans la langue. Vous voyez. Donc, c'est une grande opportunité pour nous dans le milieu. Habituellement, aujourd'hui, l'État vient de prendre encore la décision pour que les épreuves de certification des métiers, certificat de qualification des métiers, puissent se faire désormais en langue nationale. Et ça confirme le fait que nous disions que la grande partie de nos familles sont constituées également des artisans. Cette année, qui est la 57e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation, l'UNESCO a choisi ce thème, transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation, pour nous amener à repenser ces espaces d'apprentissage d'alphabétisation, à les repenser au point de les rendre un peu plus attrayants, au point d'assurer la résilience et une éducation de qualité, équitable et surtout inclusive. Accessible à tous. Accessible à tous, de faire en sorte que personne ne soit laissé en rade. Et donc, il s'agit donc d'offrir des opportunités de mode d'enseignement et d'apprentissage en langue nationale, un peu comme on retrouve dans le système éducatif formel. On pourra utiliser le numérique, on pourra utiliser toutes les autres formes de méthodes on a l'habitude d'utiliser. On doit offrir ces opportunités-là pour que tout le monde puisse pouvoir y avoir accès. Merci d'être passé sur ce plateau. Ça m'a de vous remercier. Riches en vitamines, en minéraux et en antioxydants, eh bien, les fruits sont des alliés précieux pour un parfait équilibre alimentaire. Mais dans le processus de production, on assiste souvent à l'utilisation des engrais chimiques, un fait qui cause beaucoup de dangers sur la santé du consommateur. Obed Dessous et Marcel Gbetoro nous en parlent à travers cet élément. Nous constatons que les produits sont trop engraissés. Il y a trop d'engrais sur les produits. De quels produits s'agit-il? Eh bien, des fruits. Considérés comme des aliments idéaux pour la santé, ils sont gorgés d'eau, de vitamines, de fibres minéraux, de calcium et bien d'autres nutriments. Bénéfiques pour un équilibre sanitaire de l'organisme humain, les fruits sont vus de plus en plus comme source d'intoxication alimentaire,
de par leur qualité. De nos jours, il est plus recommandé de consommer des fruits. Et on vous dirait plutôt d'en consommer jusqu'à 5 différentes portions par jour. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la façon dont ces fruits sont produits. Est-ce que cette façon de produire les fruits n'a pas de conséquences sur la santé? Je vous dirais d'emblée que oui. Les conséquences dont nous parlons peuvent se retrouver aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Et quand je parle de l'enfant, y compris le bébé qui est dans le ventre de sa mère. L'utilisation de l'engrais chimique dans la production des fruits dégrade non seulement la qualité du fruit, mais agit aussi sur le sol. La soif d'avoir des produits d'une certaine grosseur, la soif d'avoir un rendement élevé sur le petit espace qu'on a, cette soif peut amener un producteur à aller vers des engrais chimiques qui ne sont pas adaptés forcément aux spéculations qu'il est en train de faire. Donc il ne faut pas être dans la recherche d'un rendement élevé et de forcément avoir de gros produits et créer des problèmes environnementaux parce qu'un sol sur lequel on utilise des engrais chimiques, ce sol est appauvri à nouveau. Que faire pour freiner l'ampleur des dégâts? Lorsque tous les producteurs auraient pris conscience du danger qu'on court en utilisant des engrais qui ne sont pas adaptés pour produire des fruits qu'on peut consommer directement, nous allons changer de comportement. Si déjà à la base, il y a une réglementation bien définie qui dit quels pesticides peuvent être utilisés sans impacter trop la santé humaine, quel pesticide est à éviter et que cette réglementation soit bien suivie et qu'il y ait des contrôles par rapport à cela, je pense que c'est déjà un début. Informer les producteurs agricoles sur les dangers liés à l'utilisation des engrais chimiques et les sensibiliser sur les bonnes pratiques à adopter en matière de production des fruits serait un atout pour préserver la santé de tous, mais aussi préserver l'environnement. Ce sera tout pour ce 19h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.